Comment réussir son mariage? C'est sûr que beaucoup de couples souhaitent avoir la réponse ou les réponses, bien sûr. Ne vous en faites pas. À travers cette émission, nous allons vous dire comment réussir son mariage. Ça sera dans la rubrique invité du jour puisque nous recevons un auteur qui a écrit sur ce thème-là. Et le titre, justement, c'est comment réussir son mariage. On en parle aujourd'hui avec M. Lassane Kaboré, qui est d'ailleurs homme de tenue et par ailleurs donc écrivain. On va donc découvrir l'œuvre ensemble et vous aurez en même temps les solutions pour réussir son mariage. Ça sera tout à l'heure. Mais bien avant ça, vous aurez la revue de presse aujourd'hui avec Elhaj Amadé Soro et également vous aurez la chronique donc question de droit et malheureusement on s'intéresse au divorce. Ça veut dire on parlera de mariage, en entretien, mais pour question de droit on parlera de divorce. Mais souvent, quand c'est nécessaire, il faut se séparer comme on entend souvent. Mais ne vous en faites pas, vous allez savoir quelle procédure suivre lorsqu'il s'agit donc de divorce par consentement mutuel. Ça sera avec Olivier Kaboré dans Question de droit. Merci de nous suivre, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. C'est toujours avec la même énergie que nous vous tenons compagnie de 7h30 jusqu'à 9h sur Savan TV. Alors on part tout de suite et maintenant à Bobo Dioulasso, à la découverte du vieux quartier de Bobo, c'est à la découverte de. Ce n'est que quand vous arrivez dans la belle cité de Sia, vous avez la possibilité de visiter le vieux quartier de Bobo Dioulasso qui est donc constitue des ruelles, des anciennes ruelles en tout cas de ce vieux quartier là. Mais vous ne pourrez faire la visite seule puisqu'il y a des voies que les étrangers ne doivent pas emprunter. Voilà, donc il faut se faire accompagner par un guide touristique. Et ces guides-là, vous allez les retrouver à côté de la mosquée de Dioulasso-Ba et tout, pour justement faire la visite du vieux quartier de Bobo Dioulasso. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes allés à Bobo Dioulasso. On a visité le vieux quartier pour vous. Donc en attendant de se déplacer, je vous propose donc de suivre le témoignage concernant ce vieux quartier de Bobo. Dans notre village, nous avons deux chefs qui sont là. Nous avons le chef du village qui est là, et que nous appelons le chef de terre, et celui qui a animé ça. Nous avons le chef de canton qui est là. De toute façon, c'est que le gouvernement a élu aussi. Donc c'est ça le chef de canton, c'est lui qui est musulman. Voilà. Donc nous, chez nous ici, nous on dit pas le gouvernement qui est élu parce qu'il lui a été donné par les colonisateurs. Voilà. Mais pourquoi le quartier n'est pas loti? Bon, ça de ce côté, nous on ne peut pas en parler trop. Vous voyez, ce que moi je peux dire, moi, à mes dispositions même, ce que moi je pense même, moi je vois que parce que c'est la première partie de la ville, pour ne pas oublier la première partie, moi je trouve voilà pourquoi le vieux quartier ici. C'est ce que moi je pense. Si on note le quartier là, il n'y a plus l'ancien parti encore. Donc ça dit que nos anciens choses là sont tous partis alors. Voilà, donc. Comme les villages d'habitude. C'est pourquoi l'État essaye de bannir là. C'est-à-dire quand on va dans les villages, à l'époque, aujourd'hui c'est le modernisme même qui fait qu'on commence à voir des taux. À l'époque, non. C'était des terrasses avec de la terre, du balcon. C'est le modernisme qui a fait un peu ça. Et à l'époque, quand vous passez par là, si je vous montre le photo de 96, vous n'avez même pas croire que c'est ici. Donc, le village a commencé là, qui a été d'abord appelé Sia, voilà. Sous le nom de la femme du fondateur, le chasseur qui était là. Donc, le village reste de manière traditionnelle. Maintenant, comme le village est venu se trouver à l'intérieur d'une ville, c'est cette influence moderne qui a un peu, chacun veut montrer un peu l'aisance. Signe de richesse, c'est quand j'ai tôle sur ma maison. Voilà, ou bien j'ai le courant qui passe. À l'époque, il n'y en avait même pas. Ils ont même l'antenne parabolique. Donc, dites de lotir un village, c'est compliqué. On ne peut pas le lotir parce que la terre est acquise avec le chef de terre qui ne se vend pas. C'est-à-dire qu'il nous donne la terre, il demande aux ancêtres, est-ce que cette personne peut s'installer ici? Dans d'autres ethnies, ça peut être le poulet, un coq qu'on donne, qui est immolé, qui est jeté. S'il se couche sur son dos, c'est-à-dire les ancêtres acceptent que vous installez là. Et ça, vous avez à vie. C'est-à-dire lui qui vous a donné, il n'est pas le propriétaire de cette terre. Parce que lui aussi, il est venu d'ailleurs, il a demandé la permission pour s'installer.
Et voilà ce que les ancêtres, et c'est lui qui est le chef de terre. Et c'est le chef de terre qui donne la terre. Mais pas moyennant de l'argent. Lui, il doit demander la permission avec ses ancêtres. Donc, le chef de village, vous allez parler du canton, c'est le grand chef en quelque sorte des Bobos. C'est-à-dire tous les villages Bobos sont sous son autorité. Ce n'est pas seulement le vieux quartier. C'est-à-dire nous avons Tounouma, nous avons... Voilà, tous les villages Bobos sont sous l'autorité du chef de canton. Le chef de canton, c'est le thème colonial en quelque sorte. C'est le thème colonial pour rassembler. À l'époque, c'était utilisé en quelque sorte ces chefs de canton pour percevoir les taxes. On nous donne un certain pouvoir encore plus fort qui nous permet même de punir des gens d'une autre manière. Donc, toutes les taxes est collectées par le chef de canton. Sinon, le chef de canton, c'est un thème. C'est comme on peut donner un exemple comme le Moro Naba. C'est pour l'histoire que nous savons, c'est le chef des pays Mossé. L'empereur, si on veut le dire, c'est à peu près la même chose. Mais le thème que nous appliquons ici, c'est le thème colonial, le chef de canton. C'est lui qui connaît les rituels de la terre, c'est-à-dire en quelque sorte, toutefois s'il y a un problème, c'est-à-dire il ne pleut pas, il y a une maladie qui a frappé le village a un problème. C'est vers lui qu'on part en quelque sorte, qui va communiquer en quelque sorte avec le au-delà, les ancêtres et le Dieu de cette terre. Il a un rôle très important, on ne le voit pas. Quand il peut passer à côté de nous, vous allez construire plus le chef de village, parce que ça c'est devenu plus administratif, plus politique. Mais le chef de terre est encore plus fort en quelque sorte, parce qu'il n'y a aucune décision qui peut être prise sans lui concernant le foncier, concernant la terre. Et si quelqu'un offense, pour réparer les erreurs, parce qu'il y a des totems, il y a des jours où il ne faut pas aller dans les champs. Il y a tel truc qui ne peut pas se faire, vous m'excusez, on ne peut pas faire l'amour dehors. Si quelqu'un fait, il a sué en quelque sorte la terre. Et les ancêtres peuvent se fâcher. Et quand les ancêtres se fâchent, c'est quoi? C'est la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? Ça peut être, on n'aura pas de pluie, la famine, une maladie qui fera qu'on ne touche pas de maladie. Donc, il faut aller vers ce chef de terre qui va faire des rituels, demander qu'est-ce qui se passe, qui vont lui dire, bon, vous m'avez offensé, pour réparer, je demande le sang de l'homme, le sang de mouton, le sang de bœuf. Quand il demande le bœuf au mouton, c'est encore plus mieux. Mais à l'époque, c'est ce qui fait que les Blancs nous disent qu'on est comme... C'est ce que le Dieu de cette terre demande pour la réparation. Et c'est toujours le sang qu'il a besoin. La chair n'est pas besoin, la chair, elle est donnée à manger. Et bien sûr, ce jingle annonce la revue de presse présentée aujourd'hui par El Hadj Amadé Soro, que nous retrouvons à présent. Bonjour El Hadj. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. L'Obs pour débuter. Absolument, à tous et tout honneur. Donc on commence avec l'Observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso à la une donc, de l'Obs, lutte contre le terrorisme au Sahel. La situation est sous contrôle. Mali, Burkina, Goïta et son alter ego. Assemblée élective donc du CSM, l'intersyndicale des magistrats décline l'invitation. Baccalauréat 2024, à moi, gouverneur du Centre-Ouest, un mot à lire dans les humeurs à la page 5 du journal. Saison des pluies, la variation du climat influe sur certains rhumatismes, selon le docteur Fulgence Caboret, rhumatologue. Enlèvement d'épée de l'événement, des pratiques inacceptables dans un état de droit selon les OPM. À la suite donc de l'Observateur Palga, le journal donc Le Pays nous donne à lire sur sa une, à la une donc du Pays, révélation, Cambouin-Saint à Ouagam, la police nationale aux trousses de Dulkoum Zinouende Saturin, subvention du gaz butane par l'État, les taximens interpellés. Championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024, Ike Fabrice Ango s'offre un cadeau d'anniversaire en conservant son titre de champion en triple saut. Coopération au Burkina-Mali, le président Assimi Goïta salue les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux États. Alimentation déséquilibrée ou insuffisante, des signes annonciateurs. Actu foot, Mercato, Sadio Mané veut fuir Ronaldo. Et nous poursuivons avec cette fois-ci le journal d'État, Sidouaya,
À la une donc des citoyens ont murmuré des populations déplacées de retour dans leur village. Un enfant meurt par noyade dans un caniveau. Nouvelle du front, le 20e billet inflige une cinglante défaite à des terroristes dans le Gourmand. Mercure à l'épreuve de la désinformation. Coopération Burkina Faso, République du Mali. Le président Assimi Goïta salue les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux États. Utilisation du gaz butane subventionné dans les voitures, les taximens interpellés à abandonner la pratique. Paludisme saisonnier, la campagne de lutte débute le 28 juin 2024. Projet de résilience et de compétitivité agricole, les comités nationaux s'assurent de la réalisation de projets financiers. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, Assimi Goïta chez IB, visite de confiance et de confort à un Dogo souverainiste. Projet de loi de finances au Kenya, la génération Z en quasi-insurrection, coopération au Burkina Faso, République du Mali. Le président Assimi Goïta était à Ouagadougou ce 25 juin 2024. Chimio-prévention du paludisme saisonnier, plus lancement officiel de la campagne à Banfoura le 28 juin prochain. Nouveau format du CSM, politique de la chaise vide pour l'intersyndicale des magistrats. Championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun, Hugues Fabrice Zango conserve son nom. Merci bien, Elage. Et comme on a pu le remarquer sur les différentes unes, c'est bien sûr la visite du président malien au Burkina Faso qui fait l'actualité. Alors, un président bien accueilli quand même. Très bien accueilli, j'allais dire. C'est ce qu'il fallait donc s'y attendre, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que le Burkina Faso et le Mali sont désormais sur la même ligne, donc non seulement en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi en matière donc des choix stratégiques et des choix géopolitiques. Donc c'est ce qui fait que cette visite était donc très attendue. Pourquoi? Parce que on a donc estimé que le Burkina Faso et le Mali font désormais partie donc de ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Et à ce titre, après donc la visite du président nigérien Abdourahmane Tchani, on s'attendait effectivement à ce que Assimi Goïta vienne donc au Burkina Faso, puisque le président burkinabé Ibrahim Traoré s'était donc déplacé au niveau de Bamako. Alors, cette visite, vous avez bien sûr suivi la déclaration officielle du président malien Assimi Goïta suite à l'audience l'audience qu'il a eue avec le président du Faso. Il est donc revenu sur les grands points qui ont été naturellement évoqués lors de cet entretien. Ce sont des points qui sont en lien avec la situation sécuritaire, dans la mesure où depuis la mise en place de cette alliance et même bien avant, il y a en tout cas une convergence de vues et d'actions entre le Burkina Faso et le Mali. C'est à ce titre que les soldats, les forces armées burkinabées peuvent intervenir en territoire malien pour chasser les terroristes. Également, les FAMA peuvent également donc intervenir au Burkina Faso dans le même cadre. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est l'intégration économique. Vous savez très bien qu'il est difficile de pouvoir remporter une victoire sur le terrorisme sans, bien sûr, mettre l'accent sur l'économie. Donc, c'est à ce titre que des concertations, des actions ont été entreprises pour renforcer effectivement cette intégration économique. Il y a également la question du partage de renseignements. Vous savez très bien que dans cette guerre asymétrique, l'élément le plus déterminant, c'est au niveau donc du renseignement. Il faut anticiper sur les actions des terroristes. Il faut communiquer. Il faut trouver en tout cas des canaux officiels et même officieux entre les États, notamment les États membres de l'AES, pour partager effectivement les informations, car cette guerre asymétrique fait que souvent les terroristes, c'est pas une armée régulière constituée où on sait que voilà, ils vont lancer l'assaut tel moment ou tel autre moment. Donc, et d'autant plus aussi que certains s'infiltrent
donc au niveau des populations, il faut mettre l'accent sur le renseignement. Et lorsqu'on regarde les différentes opérations qui sont menées ces derniers temps, on se rend compte effectivement que le renseignement aussi joue beaucoup. Et au niveau donc également de l'intégration sociale entre les deux pays, et c'est tout à fait remarqué. Donc c'est une visite qui était très attendue. Elle a permis, n'est-ce pas, aux deux pays de resserrer les liens, comme on a pu le constater, puisque le président malien a salué les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays, même si dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, puisque les deux pays se sont affrontés par 2 fois. Ça relève du passé. C'est effectivement l'histoire des pays, souvent ça évolue en dents de scie, mais à un certain moment, il faut savoir taire, n'est-ce pas, les rivalités qui n'apportent pas grand-chose et regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, le contexte fait que donc le devenir, ou en tout cas l'avenir d'un dépend forcément de l'autre. Je pense que c'est que les 3 chefs d'État de l'AES ont compris, en mettant ensemble, en synergie, leurs efforts, et qui commencent, n'est-ce pas, à porter fruit. C'est vrai que le président Assimi Goïta également fait mention, ou en tout cas fustigé l'attitude de certains partenaires dits traditionnels qui n'ont pas toujours joué franc jeu dans cette lutte contre le terrorisme. Il a bien sûr dit que au niveau donc du Sahel, de façon générale, la situation est sous contrôle, même si les 3 armées continuent de recevoir, ou en tout cas d'accuser certaines attaques de la part des groupes terroristes, mais lorsqu'on prend une situation, une vue d'ensemble, panoramique, on se rend compte effectivement qu'il y a des avancées significatives qui ont été, n'est-ce pas, engrangées par ces 3 pays. Il y a également la question donc des équipements militaires grâce aux nouveaux partenaires. Et ça, c'était pas du tout facile, n'est-ce pas, avec les autres partenaires traditionnels. Donc tout ça, ça démontre une certaine maturité de la part de ces dirigeants qui ont compris qu'en réalité, vous ne pouvez pas trouver la solution à votre problème avec ceux qui ont créé effectivement ces problèmes. Donc, comme je l'ai dit, c'était une visite qui était très attendue, et vous avez même vu la ferveur avec laquelle le président malien et sa délégation ont été donc accueillis. Tout ça, ça démontre cette symbiose entre les 2 États. C'est vrai que de façon pratique, ils ne sont pas revenus sur un calendrier fixé pour la déclaration de la naissance de la Confédération des États du Sahel, puisque l'autre partie, à savoir le Niger, n'était pas là. Ça, c'était une visite bilatérale, c'était en tout cas une rencontre bilatérale, mais on ne peut pas omettre le fait que cette question a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une discussion suivie, approfondie entre la partie burkinabé et la partie malienne. Lorsqu'on regarde même la composition donc de la délégation malienne, on se rend compte qu'il y a presque tous les poids lourds du gouvernement malien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et bien d'autres ministres de la Sécurité, et bien d'autres figures importantes, n'est-ce pas, du gouvernement malien. Tout ça, ça dénote d'une certaine prise de conscience des dangers du moment, et que cela aussi a pu être mis à l'actif pour naturellement s'adresser aux questions essentielles, aux questions qui engagent l'avenir, n'est-ce pas, de ces deux pays. Okay. Une forte délégation, en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a accompagné le président Assimi Goïta, président malien, au Burkina Faso. Et on sait aussi que c'est une forte délégation gouvernementale aussi burkinabé qui était à l'aéroport. Absolument. On a vu les images. En tout cas, vous avez dit il peut avoir des prémices. Hier, vous le disiez, il peut avoir des prémices après cette rencontre-là de l'officialisation de la Confédération. Donc, est-ce que c'est le cas? Absolument. Et comme j'ai coutume de dire que dans les rencontres diplomatiques et politiques, ce qui est affiché est une chose, et ce qui est donc dans les coulisses, ce qui n'a pas fait l'objet de communication officielle, est aussi une autre chose. Donc ici, toutes les populations, en tout cas de l'espace AES, attendent vraiment
l'officialisation de la naissance de la Confédération. Il y a certaines personnes même qui parlent déjà de la monnaie, de l'AES, etc. Mais pour moi, la question de la monnaie est tellement importante et cruciale qu'on devrait peut-être, ça c'est mon analyse personnelle, un contexte beaucoup plus favorable, notamment après la sortie de la monnaie des BRICS. Vous savez qu'il y a des relations très suivies entre les pays de l'AES et les BRICS, notamment la Russie, la Chine, etc. Parce que une chose est d'avoir une monnaie, une autre chose est que cette monnaie soit adossée à une devise forte et qui ne soit pas l'objet, qui ne peut pas être l'objet de manipulation ou de chantage, comme nous avons pu le constater avec le franc CFA. Donc ici, peut-être le travail technique est fait, mais il faut donc attendre un contexte régional ou un contexte international beaucoup plus favorable pour effectivement passer à l'officialisation ou en tout cas à la mise en circulation de cette monnaie de l'AES. Merci bien Elhaj pour ces analyses. On va à présent tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Lassane Kaboré. Il est auteur du livre intitulé « Comment réussir son mariage ». Bonjour M. Kaboré. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours plaisir. Alors, vous êtes gendarme de profession et passionné d'écriture. Comment on allie cette profession et cette passion? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. J'avoue que c'est pas facile d'allier les deux, mais on fait avec. Voilà, quand on a la passion à quelque chose, on donne tous les moyens pour y arriver. Voilà. Quand il y a la passion. Alors, depuis quand la passion de l'écriture est arrivée? Bon, la passion de l'écriture est arrivée à un constat, quand même, d'apporter quelque chose à cette nation à travers le mariage. Sinon, c'est depuis une dizaine d'années que j'essaie d'apporter quelque chose par rapport à ça. J'y pensais à longtemps, mais c'est en 2023 j'ai décidé quand même de franchir le pas. D'écrire le premier. Ouais. Et vous y pensiez à longtemps, depuis peut-être les bancs? Oui, non, pas les bancs, c'est après la formation. Après la formation, militaire. je rappelle que vous avez eu une formation de base en gestion des ressources humaines. Oui. C'est bien ça? D'accord. Alors, nous parlons donc de ce livre intitulé « Comment réussir son mariage ». Il faut d'abord peut-être clarifier les téléspectateurs sur votre situation. Vous êtes vous-même marié? Oui, absolument. Et père? De 3 enfants. Père de 3 enfants. Est-ce que c'est votre propre histoire qui vous a motivé ou qui vous a inspiré à écrire ce livre? Bon, ma propre histoire, bon, je dirais oui et non, parce que j'étais dans une situation quand même, situation professionnelle, que quand même j'aidais les conflits, j'aidais les couples dans les conflits conjugaux, avant même d'être marié. Ah. Voilà. Donc, Avant d'être marié, vous conseillez des couples qui avaient donc Voilà. des difficultés. Oui. Donc, on avait un service à la gendarmerie qui s'occupait de ce volet-là. J'étais commis à cette tâche-là. Donc, après ce constat, quand même, être célibataire en conseillant les couples, donc je me suis dit pourquoi pas aussi écrire en fait. Parce que souvent, quand on conseille, c'est mieux, mais quand c'est un écrit, c'est encore plus. Donc, au-delà de ce vécu professionnel, il y a aussi le vécu aussi de ma position de mariage avec. Donc j'ai concilié les deux pour quand même faire un écrit. Faire un écrit, ce qui donne donc comment réussir son mariage. Est-ce que la réponse peut être en une seule phrase? Comment réussir son mariage ou non? En une seule phrase, oui ou non? Parce que ça pourrait être quoi la réponse? La réponse, c'est une question de volonté. Volonté. Oui. Ok. Maintenant, comment on met, qu'est-ce qu'on met en fait dans la volonté? On va parcourir l'œuvre ensemble et puis vous allez savoir un peu les solutions proposées par M. Kaboré. Au chapitre 1, justement, vous parlez du mariage dans l'ancien temps. L'ancien temps où le mariage ne se faisait pas entre
entre deux personnes, mais plutôt entre deux familles. Oui. Est-ce que vous pensez que c'était la clé de la réussite d'un mariage? La clé, oui, parce que d'une part, oui, parce que quand on se marie, quand on pense que derrière ce lien qui est quand même si fort, il y a une famille derrière, il y a certaines décisions qu'on prend le temps de réfléchir avant de les prendre. Voilà, donc ça pouvait quand même amener le mariage dans la durabilité. Voilà. Mais quand on pose la question que nous, on s'est vus, on s'est aimés, du coup, quand il y a un problème, on n'arrive même pas à penser longtemps. On dit, ok, on s'est vu, on ne s'aime plus, on arrête là. Donc ça va très vite quand on pense aux deux personnes, qui est le conjoint et la conjointe. Mais quand on pense aux deux familles, on se pose des questions, parce qu'il y a un honneur qui est derrière cela. Donc ça permettait au couple quand même de prendre du temps avant de prendre une décision dans le sens négatif. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Donc le mariage traditionnel avait plus de la valeur et du sens qu'aujourd'hui. Parce que chaque conjoint pour vous doit préserver l'honneur de sa famille. Absolument. Pas seulement son honneur, mais l'honneur de sa famille, Absolument. Ce qui faisait que on ne partait pas tout de suite au divorce. Oui. Alors, au chapitre 2, vous nous parlez de la résistance des couples. Pour vous, aujourd'hui, les couples ne résistent pas dans le temps. Oui. Pour ça aussi, j'ai passé le constat fait. Parce que quand on se marie, on pense que tout de suite après le mariage, c'est le bonheur qui suit. Et il y a un adage qui dit, j'ai causé avec un monsieur qui m'a dit, le pire, c'est après le mariage. Le pire, c'est après le mariage. Parce que c'est dans le sens quoi, quand on ne s'est pas encore marié, on a tous les mots doux, on se dit des mots tellement gentils. Mais quand on se marie, les choses changent. Et souvent, c'est très vite. On se pose la question, est-ce que c'est la bonne personne qui a été choisie? Donc du coup, on n'arrive même plus à pouvoir être stable dans la tête et dans l'émotion. Donc du coup, le temps n'arrive pas à supporter. Et surtout les inconnus qui vont naître dans le mariage en fait. Parce que les gens croient qu'on peut se préparer avant. On se prépare bien, mais on ne peut pas tout avoir avant le mariage. Donc il y a des choses qui vont venir après, et qu'on n'entend même pas du tout. Et ça aussi, ça c'est entre les deux personnes. Il y a aussi l'aspect aussi sociétal qui est là. Et donc les gens aussi vont vous donner ce qu'ils veulent, les conseils. Je regarde le voisin, je regarde l'autre couple. Et pour vivre, ça serait un peu compliqué aussi. Voilà. Et puis il y a l'aspect familial aussi que je parlais tantôt. On ne peut pas ignorer quand même qu'il y a des familles quand même qui s'immiscent. Oui. Et je pense que vous avez consacré aussi un autre chapitre à ça. Mais vous avez parlé tantôt d'inconnus qui vont naître. Oui. Est-ce que vous parlez des enfants? Des enfants, oui. Parce que l'inconnu peut ne pas être... Ça peut venir avant les enfants. Parce que l'inconnu? L'inconnu, c'est des choses qu'on n'attend pas de l'autre, forcément. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'on croit se connaître. Mais quand on rentre dans le mariage, on se pose la question, c'est mon monsieur qui est devenu comme ça. Il a changé, pourtant avant le mariage, il était comme ça, il était soucieux, ou bien madame a changé. Donc on n'attend pas à cela. Et quand l'enfant aussi, Dieu qui est un don de Dieu, arrive, ça aussi, ça change un peu, ça bouleverse un peu la manière de vie, parce qu'il faut changer les méthodes. Il faut se concilier les deux parents pour que l'enfant ait une bonne éducation. Voilà, donc... Du coup, souvent, quand vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas préparé psychologiquement à attendre certaines choses, souvent c'est un peu difficile. Et dans ce chapitre, je pense que vous parlez vous évoquez la soumission de la femme. Pour vous, pour qu'un mariage marche, il faut que la femme soit soumise, soit celle-là qui protège, qui est capable de garder un secret et voilà, soutenir son mari. Et le monsieur aussi à son tour doit le respect donc à sa femme. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui dans beaucoup de couples. Oui. C'est vraiment malheureux parce que normalement on devrait y arriver à le faire, parce que c'est quand je dis dans le roman quand même, avec l'aisance matérielle que nous avons aujourd'hui, avec le niveau intellectuel quand même, avec la modernisation de l'école du blanc, on devrait quand même pouvoir avoir un discernement dans certaines décisions ou dans certaines manières de parler. Nos parents n'ont pas été à l'école, mais ils étaient très intelligents.
Donc c'est pour cela qu'ils ont eu le temps d'être ensemble et de nous mettre au monde aujourd'hui, qu'on puisse quand même continuer ce relais. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir. On croit que nos parents étaient naïfs. On croit que nos mamans qui écoutaient nos parents ou nos grands-parents étaient naïfs. Aujourd'hui, nous sommes, on dit qu'on a été à l'école, on a les yeux blancs, malheureusement, on ne voit pas loin. On dirait que non, voilà, notre temps, c'est leur temps, aujourd'hui notre temps. Le mariage, je pense que le mariage, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'époque en quelque sorte. Si on veut vivre heureux, il faut qu'on essaie parce que nos parents ont vécu heureux. Ils vivent toujours heureux dans leur foyer. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne dire que les manières de vivre n'étaient pas bons pour nous. Peut-être il y a des situations qu'on peut changer, mais quand même il y a un fondement du mariage qu'on doit toujours respecter. Voilà. Donc la soumission dans le mariage, comme on aime le dire, quand la femme est soumise, fortement ses enfants seront de bons enfants de demain. Il y a un sens à cela. La soumission aussi n'est pas dire qu'il faut maltraiter la dame ou bien de l'esclavage en quelque sorte, non. C'est pouvoir accepter souvent ce que son mari dit. Même si on arrive à refuser, il faut aussi de la manière de refus. Refuser avec respect. Absolument, avec respect. Et le monsieur aussi en face de son épouse aussi doit obligatoirement respect à son épouse. Parce que le respect doit être mutuel. Voilà, le respect ne doit pas dire que c'est la femme qui doit respecter le monsieur peut-être à 80% ou bien la dame, non. Il n'y a pas de pourcentage en quelque sorte, ça doit être mutuel. Ça dépend de la manière aussi qu'on refuse et qu'on adresse à son conjoint. Vous avez parlé au chapitre 3 de la posture des conjoints dans un couple. Quand vous parlez de posture, vous faites allusion à quoi? La posture, c'est... Parce que dans un couple, quand même, je pense que c'est comme... c'est une vie de famille que les deux arrivent à peut-être à tracer ensemble. Même si le monsieur a déjà tracé la ligne avant de se marier, si la dame, il est marié déjà, il faut que la dame aussi contribue aussi à ce traçage de ligne. Donc, il y a une posture quand même que les deux devraient adapter pour pouvoir fonder cette famille-là et la ligne qu'ils ont tracée ensemble. La posture, c'est quoi? C'est savoir ce que peut-être l'autre veut et ce que l'autre ne veut pas. Et savoir quand est-ce qu'on peut agir ou quand on ne peut pas agir, en fait. Voilà, parce que quand on échange ensemble, il y a des moments dans la famille où là, peut-être l'épouse peut-être peut punir l'enfant. Et l'époux, à un moment donné, au lieu de laisser la punition courir jusqu'à terme, il va tout de suite dire à l'enfant de cesser, en présence de sa maman. Quand c'est comme ça, vous mettez la maman dans une position de fragilité. Voilà. Donc, l'époux devrait quand même laisser la punition courir à terme. Et après, maintenant, peut-être appeler son époux dans la chambre pour dire qu'est-ce que l'enfant a fait. Ça, c'est entre vous deux. Et vous gérez ça entre vous deux. C'est la même chose que l'épouse ici envers son époux. Quand tout c'est une situation qui se passe, l'époux doit adopter une position quand même confortable vis-à-vis de son époux, de ce qui se passe. Parce que souvent ça fait mal. On ne peut pas, à un moment donné, on a tendance à dire non, arrêter ça. Mais quand c'est présent des enfants, on doit quand même trouver une solution pour qu'ils ne soient pas témoins de ce qui se passe entre les deux parents. Concernant l'éducation des enfants ou les disputes devant les enfants, vous avez souligné qu'avant nos parents se parlaient la nuit. Quand les enfants dormaient, c'est là que les parents discutent. Absolument. Même s'ils vont discuter jusqu'à se disputer, oui. Au moins c'est la nuit et les enfants dorment. C'est hors de leurs yeux. Oui. Mais aujourd'hui, les couples n'ont pas de retenue concernant les disputes et ils peuvent le faire même souvent devant les enfants. Absolument. C'est vraiment dommage que ça n'arrive là. Et du coup, ça joue sur l'éducation des enfants. Les enfants commencent à voir que maman et papa ne s'entendent pas. Et nous avons tendance à croire que les enfants sont intelligents. Comme on aime le dire, mon enfant est intelligent, mon enfant est intelligent. Mais ce n'est pas une bonne intelligence en quelque sorte, en fait. Parce que ce qu'ils voient, ça, ils ont quand même, comme dans le futur quand même, les enfants quand même vont le faire. Si c'est papa qui crie sur maman devant les enfants, le garçon qui regarde aussi, je pense que peut-être il le fera un jour. Et quand c'est maman aussi qui crie sur papa aussi, la fille qui est là, qui regarde sa maman le fait. C'est une éducation indirecte qu'on donne aux enfants sans se rendre compte. Et ça, vraiment, il faudra que les couples arrivent à pouvoir se tenir, à pouvoir se porter et pouvoir se parler, comme je l'ai dit tantôt, sur les lits. Tout se discute sur les lits, pas forcément sur les lits, mais à un endroit quand même qui sera un peu clos entre vous deux. Vous discutez calmement au su des enfants. Mais si chaque fois, même s'il y a une situation qui arrive, qu'on ne peut pas attendre,
On peut appeler l'autre dans la chambre. Oui, au moins avoir vraiment l'interdit de ne pas le faire devant les On enfants. peut appeler l'un ou l'autre dans la chambre. Mon époux, s'il vous plaît, je peux vous voir. Il vient dans la chambre, vous dit par rapport à ça, est-ce qu'on peut le faire? Entre vous, vous discutez. Et quand vous sortez, la décision à prendre, c'est le monsieur qui doit le prendre, même si ça vient de la femme. Pour quand même, en tant que chef de famille, tout reviendra à lui. C'est un honneur quand même que souvent certaines femmes, la génération refuse d'accepter en fait. Voilà. Dans le moi aussi, bon, si le monsieur peut faire, moi aussi je peux le faire. Et franchement, quand ça commence dans le couple, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, il ne doit pas avoir le moi aussi dans le couple en quelque sorte. Le moi aussi, je peux le faire. D'accord. Alors, on évolue avec la découverte de comment réussir son mariage. Monsieur Kabori, vous avez parlé tantôt de l'influence externe. La famille, la belle famille, donc les voisins, aussi l'entourage ou l'environnement, qui joue aussi sur la réussite ou la résistance du couple. Oui. Ça aussi, c'est vraiment un phénomène grandissant actuellement. Parce que l'extérieur même, hors même de la grande famille, en train de prendre de l'ampleur même plus que de la famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens quand même qui arrivent à vivre hors de la grande famille. Oui. Soit qui sont en location, soit ils sont chez eux. Mais l'influence extérieure en matière de réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Parce qu'on a tendance à regarder ma copine avec son mari qui est en train de vivre, ou on est en train de regarder mon camarade avec sa femme en train de vivre. C'est bien de copier, mais il y a un artiste qui disait on peut copier la mandette dans son camarade, mais pas son caractère. Voilà. On copie souvent les bons caractères, mais pas le caractère qui va permettre au monsieur d'être frustré envers moi. Et le conseil, c'est bien de se conseiller. Mais il faut savoir aussi quand on conseille, est-ce que ce conseil qu'on me donne est applicable dans mon couple? Est-ce que mon mari ou bien ma femme peut supporter ce qu'on est en train de me dire de faire? Donc, sans qu'on se pose pas cette question, souvent, on copie, on vient coller, et souvent on colle mal, ça cause des problèmes. La belle famille aussi, c'est vraiment un casse-tête, la belle famille. On n'arrive pas à se comprendre difficilement. Mais généralement, la famille de la femme ne pose pas de problème. Hein. Oui, la famille de la femme, oui, c'est la famille de l'homme, de monsieur. Et j'ai dit, moi, le terme belle famille, belle-mère, belle-fille, n'a pas de sens pour moi. Une maman, c'est une maman. Voilà. La maman de mon époux, c'est ma maman. Il n'y a pas de belle-mère dedans, en fait. Moi, je vois les choses comme ça. Quand on dit belle-mère, déjà, vous voyez que belle-mère a un trait d'union entre les deux. Ce trait d'union fait qu'il y a une séparation, en quelque sorte. Et moi, je vois les choses comme ça. Une maman, c'est une maman, pas de belle-mère, pas de belle-fille. Voilà. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt dans le livre, si arrive, vous vivez dans la grande famille, maman vous appelle, vous dit, votre femme est comme ça, votre femme est sur elle a fait ça. Vous dites, maman, c'est votre fille. Appelez-la et vous lui dites ce qui se passe. Moi, je ne le dirai pas. En tant que mari. En tant que mari, je ne le dirai pas. Vous m'avez mis au monde, je suis marié. Ma femme, c'est votre fille. Appelez-lui et vous lui dites ce qui se passe. Je n'aime pas ça, il ne faut plus faire ça. Mais si vous me dites d'aller le dire, ça cause problème. L'homme pas dire quoi souvent. Maman m'a dit de te dire. Bon, quand on dit maman m'a dit de te dire, en quelque sorte, la femme verra que vous n'êtes pas aussi mature que cela. Et si vous partez aussi dire que non, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Elle dirait qui vous a dit, parce que vous n'étiez pas à la maison en ce moment. Donc du coup, forcément, ça va revenir sur la maman. Donc autant que la personne qui fait la remarque, pas directement à sa fille, je pense que ça diminue quand même les mésententes et les incompréhensions. Maintenant, on reste sur ce volet-là, en tant que maintenant belle-fille, quelle devrait être votre posture vis-à-vis peut-être de votre belle-mère et vis-à-vis aussi du mari? Il ne faut pas rapporter forcément tout ce qui se passe. Oui, il y a des choses qu'on peut tout rapporter, parce que quand on se marie aussi, on est quand même mature, une maturité quand même qu'on a avant de se marier. On peut avoir des conseils certes envers sa maman, mais ce n'est pas tout qui doit se rapporter. Voilà. On peut avoir des conseils peut-être personnels, ou bien peut-être caractériels, parce que par rapport à quel conseil quelle posture je dois adopter vis-à-vis de ma femme. Ça aussi, même, ça ne doit même pas être vers la maman en quelque sorte. En fait. Ça doit être vers le papa.
Parce qu'en tant que garçon, les conseils aussi, le papa vous donne les conseils en tant qu'homme. Voilà, c'est la fille qui devrait voir sa maman pour certains conseils, mais pas le garçon envers sa maman. C'est certaines choses quand même qui sont un peu difficiles. Quel que soit qu'on dise, deux femmes, il y a toujours un grain de jalousie qui est là, quel que soit. Donc ça fait que on a l'habitude, il y a des gens qui, quand on quitte quand même, on vient avec un sachet noir, il y a d'autres qui gourrent avant un autre sachet pour sa maman et pour sa femme. Ça devient une obligation en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Voilà. Ce que vous avez peut avoir quelque chose pour donner à sa maman. Et demain aussi avoir quelque chose pour sa femme aussi. C'est pas forcément il faut le donner en même temps. Et quand c'est comme ça, vous les mettez sur un même pied d'égalité qui n'est même pas possible. Voilà. Donc je pense que ça aussi, on peut essayer aussi de corriger ça si ça existe. Au chapitre 10 de votre livre, vous dites que le couple, c'est la communion mutuelle de deux âmes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Communion de deux âmes, c'est vrai quand on décide d'être ensemble, parce qu'il y a de l'amour quelque part, vous êtes aimés. Donc il faut que les deux âmes arrivent à se communier ensemble. Et quand ça arrive à se communier ensemble, vous aurez un mariage très heureux. Parce que c'est ce que la femme, votre époux ressent. Vous le ressentez forcément. Ça veut dire quelque part une communion, une connexion qui doit être là. Et s'il n'y a pas cette connexion, c'est difficile d'évoluer ensemble pendant un bout de temps. Donc il faudra que quand on se marie, en tout cas on est dans le couple, comme il faut qu'il y ait cette communion et cette connexion. Souvent j'appelle la complicité. On imagine ce que l'autre veut et cette imagination elle est exacte. Et c'est ça qui est très intéressant en fait. Mais quand on n'arrive pas à avoir cela envers l'autre, c'est un peu difficile. C'est pour ça souvent on aime dire tu aurais dû faire cela. Parce qu'on ne connaît pas l'autre. Mais si vous connaissez très bien, il n'y a pas on aurait dû le faire. Tu sais que votre époux, votre épouse n'aime pas cela. Donc on ne le fait pas. On arrive à anticiper ces disputes-là et à vivre très harmonieux et avoir une bonne famille. Alors parlons maintenant donc de peut-être la procédure à suivre, comment réussir son mariage. Est-ce qu'il y a peut-être une ligne à suivre ou des conseils que vous voulez bien partager avec les téléspectateurs? J'ai vu qu'à la fin de votre livre, vous avez donc donné des conseils comme ça pour réussir son mariage. D'abord, même s'il y a des conseils, c'est une question de volonté, comme je l'ai dit tantôt. On a beau donner, on a beau conseiller les gens. Si les deux n'ont pas la volonté de vivre ensemble, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Donc, d'abord, c'est les deux d'abord, avant que les conseils ne viennent appuyer ce qui est déjà consolidé. Donc, pour les conseils, il n'y a pas une ligne tracée pour la réussite du mariage, en fait, en quelque sorte. Il n'y a pas de ligne tracée. Parce que chaque couple est un peu différent de l'autre. Il faudra arriver à vivre entre vous pour être heureux, pour que votre vie n'empêche pas l'autre de vivre tranquillement. C'est ce qui est important. Parce que ce que M. Kaboré fait avec sa femme, ce n'est pas évident que M. Ouedraogo aussi peut vivre de la même manière. L'essentiel, c'est qu'il y a déjà quand même des fondements du mariage que tout couple doit respecter. S'il y a déjà ce fondement, quand même les choses qui viennent après peuvent peut-être agrémenter la vie de cette famille-là, ou bien peut-être désagrémenter cette vie-là. Donc, c'est à nous, les couples, de voir comment ils pourront vivre tranquillement sans quand même autant frustrer l'autre en fonction de ses décisions ou bien de ses incompréhensions. Donc, sinon, les conseils existent. Et le conseil, c'est le respect d'abord de l'un dans l'autre. C'est la compréhension de ce qui se passe. Il y a le pardon aussi qui est là aussi, qui est très important. Le pardon. Voilà. On pardonne aujourd'hui, mais on ne peut pas pardonner et puis demain encore dire que non, hier tu m'avais fait ça. Pourtant, vous m'avez pardonné hier. Il n'y a pas de raison encore que hier revient aujourd'hui. Quand hier revient aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas oublié. C'est vrai qu'on pardonne, on n'oublie pas, mais ça ne doit pas revenir à tout moment. Voilà. Et quand vous dites que avant-hier vous m'avez fait ça, après vous m'avez fait ça, ça réveille encore certaines blessures. Donc il y a le pardon qui est là, la compréhension, et vis-à-vis aussi de la profession de tout un chacun. Souvent, ce n'est pas facile d'être à tout moment à la maison. Ça aussi, ça peut aussi créer aussi des mésententes et des incompréhensions. Donc, il faut déjà aussi préparer l'autre à accepter votre profession que vous faites,
qui dit, durant ses professions, mais cette manière de travailler fait que vous êtes un peu absent à un moment donné. Il faut aussi arriver à comprendre cela et accepter aussi et s'écouter l'autre. Ce que l'autre vous dit, ce qui est vrai. Ce que mon mari m'a dit, ça qui est vrai. Ce que ma femme me dit, ça qui est vrai. Ce que l'autre vient me dire que ma femme a fait cela, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre cela. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent de votre conjoint. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Alors, d'accord. Même s'il y a des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui, il peut peut-être demander. S'il y a des preuves, vous demandez si vous arrivez à vous dire ce qu'il y a. Parce que par exemple, moi je vois le cas de l'infidélité, qui est beaucoup aussi une des raisons de séparation ou de dispute au sein des couples. Si par exemple votre mari vous a trompé ou votre femme vous a trompé et que quelqu'un vient vous rapporter ça avec des preuves à l'appui, c'est difficile de ne pas écouter la personne quand même. Oui, très difficile de ne pas écouter. Parce que souvent quand on pose une question, oui, on m'a dit que vous allez lui dire quoi? On est venu me dire que vous m'avez trompé. Voilà, voilà la photo. Comme ça, oui. Qui vous a dit? La question vient de là-bas. Et la plupart, même celui qui est en erreur, il ne va même pas voir son erreur. Il va voir pourquoi, comment vous avez fait pour trouver cette preuve-là. La bagarre va se miser sur ça. Donc, il déplace le problème et il fait la bagarre sur qui ne tienne même pas du tout. Donc, souvent, c'est difficile en tout cas de venir avouer son infidélité. Souvent c'est difficile, mais il y a d'autres qui arrivent peut-être à le dire, ou il y a d'autres qui arrivent aussi à se contenir. Il est au courant que monsieur ou madame le trompe, mais il prend tout son temps, il attend. Et ce qui est sûr, c'est savoir. Mais quand on dévance souvent les choses comme ça, il y a une mésentente, il y a une incompréhension. Et malgré même son tort, il va dire que ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça devient un problème. Merci bien. Je rappelle que M. Lassane Kabouré est auteur du livre « Comment réussir son mariage ». Alors, ce livre, on peut l'avoir où et à quel prix? Le livre, on peut l'avoir au niveau de la librairie Jeunesse d'Afrique, au prix de 2500. 2500. D'accord. Alors, vous avez la possibilité, vous pouvez me passer donc le livre, j'ai laissé le mien dans mon sac. Donc, voilà la page de couverture avec des mains de l'alliance et justement les doigts sont serrés. Donc, pour dire qu'il faut s'attraper dans le couple pour avancer ensemble. Merci beaucoup d'être passé. On espère que justement cet entretien a éclairé beaucoup de couples et vous allez pouvoir acheter et lire ce livre aussi, l'avoir en famille, pourquoi pas? Oui, absolument. Déposer quelque part donc au salon ou au niveau de votre bibliothèque à la maison et le lire souvent. Merci d'être passé, M. Kabouré. Merci, madame. Merci bien. Je rappelle que M. Lassane Kabouré est justement gendarme de profession, auteur du livre intitulé « Comment réussir son mariage ». On s'arrête ici. Donc, je rappelle que le livre, vous avez dit, est à combien? 2500. 2500 francs. 2500 francs. Merci bien. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Pour développer cette chronique, cette thématique, nous sommes avec Olivier Kabouré de Juristes Sans Frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Alors Olivier, on parle de divorce. Alors, mais aujourd'hui on mettra l'accent sur le divorce par consentement mutuel. Donc on comprend naturellement qu'il y a deux types de divorce ou plusieurs? Deux types. Deux types, ok. Donc aujourd'hui, on mettra l'accent sur le divorce par consentement mutuel. Après, on verra l'autre type la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par divorce par consentement mutuel? Alors, avant d'aborder la thématique de divorce, il est impérieux, sinon même logique de pointer du doigt ou d'indexer la notion du mariage qui se définit au regard de notre droit positif comme étant l'union entre un homme et une femme célébrée devant l'officier de l'état civil. Et la dissolution du mariage ne peut se faire que par deux manières. Et je me rappelle que nous l'avons dit ici. La première manière, c'est le décès de l'un des époux. Quand la mort frappe le couple marié et que l'un des époux disparaît ou décède, l'époux survivant devient veuf ou veuve selon le cas et le décès emporte par la même occasion la dissolution du mariage. Et la deuxième manière, c'est
la nomenclature que vous avez évoquée tout de suite, le divorce. Et comme vous l'avez dit, il existe 2 types de divorce. Il y a ce qu'on appelle le divorce contentieux. Et dans cette forme de divorce, les époux ne s'accordent pas sur les modalités du divorce et souvent sont en des termes belliqueux, souvent ne se supportent même pas. Et dans cette forme de divorce, on dit que le divorce se fait par contentieux. Ils vont dans une procédure contentieuse. Et la deuxième forme de divorce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le divorce par consentement mutuel. À un moment donné, quand les époux se rendent compte que la vie commune devient invivable, ils se concertent entre eux et s'accordent entre eux sur les modalités de leur divorce. Ils mettent en place un projet de convention, ils partent voir le juge et lui demandent de mettre fin au mariage. Donc c'est ça le divorce par consentement mutuel. Les époux s'accordent, il n'y a vraiment pas de différent par rapport au partage des biens et à la garde des enfants. Donc les époux s'accordent et partent devant le juge avec un projet de convention qu'eux-mêmes ils ont rédigé. Ils rédigent ensemble. Oui. Et il dit au juge, voilà, mets fin à notre mariage parce que nous trouvons que c'est la meilleure solution pour nous. Parce qu'au regard des événements que nous vivons, nous ne pouvons plus continuer la communauté de vie. D'accord. Voilà. Bon. Et comment on accède au divorce par consentement mutuel? Alors, au regard des dispositions de l'article 355, alinéa 1 du Code des personnes de la famille, on perçoit aisément 2 voies. La première voie, c'est ce que les juristes appellent la demande conjointe. Ça veut dire que les époux, comme je l'avais dit tantôt, s'accordent sur les modalités de leur séparation et mettent en place un projet de convention qu'ils présentent au juge. Donc, les époux procèdent par une requête unique. Et la deuxième procédure, c'est ce qu'on appelle l'accord postérieur constaté au tribunal pendant le contentieux, devant le juge. Ça veut dire que au départ, les époux sont dans une procédure contentieuse de divorce par contentieux ou de divorce contentieux. Et à un moment donné, ils se ravisent et décident de régler ça amiablement. Ça veut dire que les époux bifurquent vers un divorce par consentement mutuel. Mais pour le faire, les époux doivent s'assurer que le juge n'a pas encore donné une décision. Parce que si le juge donne une décision définitive, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils sont obligés de subir. Voilà. D'accord. Ok. Alors Olivier, est-ce qu'on doit avoir un motif sérieux pour prétendre au divorce par consentement mutuel? Alors l'avantage de cette forme de divorce, c'est le motif. Parce que pour cette forme de divorce, le juge ne demande pas le motif du divorce. Ça veut dire que cette forme de divorce offre une certaine garantie au couple qui ne va pas exposer les difficultés de leur famille ou leur vie privée publiquement. Parce que le juge se contente juste de constater la décision des époux et de valider ou non la convention, le projet de convention que les époux ont proposé. Donc les époux n'exposent pas leur vie privée publiquement. Le juge aussi n'a pas le droit, ou du moins ne va jamais poser la question pour savoir pourquoi vous voulez divorcer. Ouais. Alors, Olivier, ça veut dire que quand vous êtes dans un processus de divorce par consentement mutuel, ce n'est pas le lieu de venir exposer, mon mari m'a trompé, ma femme a changé, elle est invivable et tout. Vous n'avez pas besoin Non, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire l'économie de toutes ces informations et préserver quand même la vie privée des époux. Est-ce qu'on peut accéder à ce type de divorce-là à tout moment après le mariage? Merci pour la question, c'est très intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre droit positif ne permet pas d'accéder à ce type de divorce à tout moment. Pour bénéficier, ou du moins pour prétendre à un divorce par consentement mutuel, il faut avoir un mariage vieux de 2 ans. Au moins. Ça veut dire qu'après la célébration du mariage, il faut
patienter 2 ans au moins avant de pouvoir demander un divorce par consentement mutuel. Le législateur, en mettant en place cette interdiction, a voulu protéger le mariage et donner une certaine chance aux époux parce que le temps peut permettre de recoller les morceaux et de se rendre compte de ce qu'on ne voyait pas au départ. Et aussi, c'est pour éviter les mariages simulés et les mariages à essai. Parce que des gens, pour des avantages, peuvent par moment donné décider de se marier juste pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages et après immédiatement divorcer. Donc c'est pour ça que le législateur a songé à mettre en place une telle interdiction. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les conditions de fond du mariage. C'est les conditions liées à la durée du mariage, il faut au moins 2 ans, et les conditions liées à la capacité des époux. Il faut que les époux soient dans une disposition qu'ils puissent donner librement leur consentement. Par exemple, un époux sous protection judiciaire ne pourra pas aller vers ce type de divorce. Voilà. Un époux incapable que la loi met sous protection judiciaire ne pourra pas aller vers ce type de divorce parce que logiquement cette personne-là n'a pas les facultés nécessaires pour donner son consentement libre et éclairé. D'accord. Maintenant, comment demander le divorce par consentement mutuel? Alors, pour répondre au comment demander ou accéder à un divorce par consentement mutuel, il suffit juste d'adresser une requête au tribunal de grande instance du lieu commun, du domicile commun des époux. Okay. Si les époux ne vivent pas ensemble, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chez nous, quand les époux souvent décident de divorcer, la plupart du temps, c'est qu'ils sont déjà séparés. Chacun est chez lui. Et quand c'est comme ça, les époux doivent convenir d'un lieu commun. Et en ce moment, ils déposent une requête conjointe, une requête unique. Et dans cette requête, il faut retrouver les identités des époux, il faut consigner le lieu et la date de naissance des époux et le lieu de mariage. Il faut aussi consigner les extraits d'actes de naissance des enfants mineurs. Alors, en plus de cela, il faut joindre à la requête le projet de convention que le juge doit homologuer. Et dans le projet de convention, il faut avoir principalement 2 documents. Le premier document, c'est la déclaration de biens pour ce qui concerne les époux et les modalités de gestion de la garde et de l'entretien des enfants mineurs. Et dans le deuxième document, il faut un inventaire des biens des époux et comment les dispositions et comment vous départagez ces biens-là. Donc, il faut préciser tout ça dans le projet de convention. Souvent, même pendant la procédure, les époux peuvent décider de l'attitude que tout un chacun doit adopter pendant la procédure. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce projet-là de convention, il faut, vous pouvez entre vous-même vous départager en fait les biens. Oui. Ok. Ça, c'est pour ceux qui sont mariés sur communauté des biens ou... Oui, même quand vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, il arrive des moments que vous payez des biens de façon commune. Et en ce moment, la loi vous offre la possibilité de vous départager les biens. Okay. Bon, moi, je garde tel bien, je garde tel bien, je garde les enfants ce week-end, je garde tel bien, je donne tant comme pension alimentaire. Donc, la loi vous permet de vous organiser comme ça, de consigner ça dans un projet de convention et de présenter au juge. Ouais. Et quelle peut être la décision du juge à l'issue de la procédure? Alors, quand le juge reçoit le projet de convention, puisque je vous ai dit tantôt qu'il ne juge pas de la pertinence des motifs qui ont conduit au divorce. Donc le juge ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé pour que vous allez vers un divorce. Ce qui est plus important pour lui, c'est de vérifier que la convention que vous avez proposée respecte les bonnes mœurs, garantit les intérêts des enfants mineurs et n'a pas de clause qui est contraire à la norme sociale. Et quand le juge reçoit le document, après avoir analysé le document, il convoque les protagonistes, c'est-à-dire les époux, qui peuvent venir avec leur conseil, leur avocat si ils en ont. Et en ce moment, il les reçoit un par un d'abord.
il reçoit le premier époux, après, il peut décider de recevoir la femme, après recevoir le monsieur, et au finish, les recevoir tous les deux pour les confronter. Et après cette confrontation, le juge a la possibilité de prendre 3 décisions. La première décision, il peut valider le divorce et homologuer la convention. En ce moment, la dissolution du mariage est d'office et les choses suivent leur cours. Et en deuxième position, il a la possibilité pas de contester, mais de rejeter la convention et de demander aux époux d'aller modifier la convention parce qu'elle porte atteinte aux bonnes mœurs ou à l'intérêt des enfants. Mais lui-même, il ne peut pas modifier ou orienter les modifications. Il laisse les époux aller décider encore. Si ça passe au jeu de la loi, il valide seulement. Mais on dit qu'il rejette l'audience, mais il ne peut pas rejeter l'audience au-delà d'un mois. Ça veut dire que dans le mois qui suit, les époux doivent revenir pour qu'ils puissent statuer. Et en troisième position, il peut tout simplement décider qu'ils ne s'entendent pas vraiment et décider de rejeter la demande. D'accord. On demande 2 minutes pour pouvoir épuiser justement ce sujet. Maintenant, après la décision en fait du juge, quels sont les effets qui suivent? Alors, après la décision du juge, les effets qui suivent, c'est que le mariage est dissous. Le mariage n'existe plus pour l'avenir, il est dissous. Et vous organisez maintenant ce qu'on appelle la garde et le partage de la pension alimentaire si possible. Si c'est une garde partagée, vous organisez le paiement de la pension alimentaire. Si c'est une garde unique, si c'est la femme ou le monsieur qui va garder les enfants, bon, la femme ou le monsieur, celui qui ne garde pas les enfants sera obligé de verser une pension alimentaire si ses revenus lui permettent de le faire. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des voies de recours au cas où on n'est pas satisfait peut-être? Alors, comme vous êtes parti de façon commune pour demander le divorce, en principe, après le divorce, en toute logique, vous ne devriez plus revenir devant le juge pour dire que vous vous êtes trompé. Et si c'est le cas, le juge ne peut que vous inviter à aller vous remarier. Oui, si c'est par rapport au divorce, il ne peut que vous inviter à aller vous remarier. Il ne peut plus revenir en arrière et annuler le divorce. Maintenant, par rapport à la convention, ça aussi c'est dans une certaine condition, dans un certain nombre plutôt de conditions. Il faut que la convention porte peut-être, les clauses de la convention portent peut-être atteinte à l'intérêt des enfants ou sur la pension alimentaire. En ce moment, on peut concevoir que le juge puisse permettre de modifier un peu la convention pour permettre aux enfants de s'épanouir. Et aussi, pour l'opposition, il y a ce qu'on appelle la tierce opposition. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas partis au mariage. Ceux qui, par exemple, nous autres, qui ne sommes pas dans leur relation de mariage, après la séparation, on peut demander au juge que les effets de la convention ne s'appliquent pas à nous, surtout si on était en relation d'affaires. Par exemple, pour les époux qui sont commerçants, si on était en relation d'affaires avec l'un des époux, on peut demander au juge d'écarter les effets de la convention par rapport à nous. Parce que si la convention va brimer nos intérêts et qu'on arrive à le démontrer, on peut demander au juge de l'écarter. Merci bien, Olivier. Merci d'être passé, le temps est terminé. Donc la semaine prochaine, on parlera de l'autre type de divorce, qui est le divorce par... le divorce contentieux. Merci bien. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. C'est terminé. Merci à vous de votre fidélité. Et demain, on se retrouve, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme du Savane TV. Allez, kus.